On va voir si ça marche. Bon, bonsoir et merci d'être venu. Donc, je vais vous parler des Web Components. J'ai fait la présentation d'introduction aux Web Components déjà une dizaine de fois de différents endroits et aujourd'hui, il y a l'énorme chance qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Donc, je vais enfin pouvoir aller plus loin que d'habitude. Je vais pouvoir vous montrer des exemples. Mais d'abord, je vais me présenter. Bon, je m'appelle Horacio González, j'habite à Brest et comme mon accent semble indiquer, je ne suis pas brestois, je suis espagnol. J'espère que le petit accent que vous pouvez peut-être percevoir ne va pas trop vous embêter. Les gens qui me connaissent depuis un moment, comme Martin par exemple, ils arrivent à s'habituer, ils me disent qu'ils me comprennent après. Donc, en tout cas, si vous avez de mal à me comprendre, si vous voulez que je parle plus vite, plus fort, moins fort, vous n'hésitez pas à m'arrêter, d'accord? Donc, je suis développeur, oui. Je bosse dans une start-up à Brest, Citizen Data, où on travaille sur la collecte, stockage et analyse des données de capteurs. Je suis responsable de quelques associations de développeurs dans les fins fonds de Finistère et organisateur de Bracecamp, une des meilleures conférences de développeurs en France, qui se tiendra l'année prochaine en mars à Rennes. Mais voilà, on va commencer. J'aime bien commencer en racontant des petites histoires de ces petits défauts. Mon histoire, c'est l'histoire de... Tout juste, je reprends là où Raphaël disait, il y a 2 ans, j'ai découvert les Web Components. Je les ai découverts pour un besoin très bête. J'avais besoin de livrer un composant pour des clients qui utilisaient des technos différentes. Un avait une appli en AngularJS, un autre avait encore des vieilles page web presque statique, et le troisième avait un truc en Java à base de portlet. Et donc, il me dit, tu fais quelque chose pour m'afficher les résultats de votre analyse de données. Mis à part faire des PNG statiques, je ne voyais pas qu'est-ce que je pourrais faire sans devoir m'attaquer à ces applis. Et je commence à regarder, je tombe sur le standard Web Component, je dis, ça va marcher. Et donc, je vois les différentes implémentations. Je pense sur le côté polymère parce que tout juste, ça me permettait rapidement de produire des choses et les afficher un peu partout dans les différents applis. Et je commence à parler autour de moi. Et d'abord, c'était peut-être un jour, je ne crois pas trop. Et mystérieusement, l'année dernière, on me propose d'aller parler à Nantes. Je vais ensuite Lannion, ensuite Rennes. Et depuis l'année dernière, je crois que j'ai fait une dizaine de talks sur les Web Components et à chaque fois, le public semble plus réceptif. Peut-être le sujet est en train d'arriver à une certaine maturité. Les outils aussi, Google a sorti juste avant l'été la version 1.0 de Polymère. Et là, c'est un vrai changement, autant de point de vue de ce qui est possible de faire que de la stabilité, que de la performance. Mais bon, c'est un 1.0. Moi, j'ai des versions en prod depuis Polymère 0.4. Martin toujours roule des yeux quand je dis ça en public, mais ça marche très bien, je peux vous le garantir. Donc, je prends mon bâton de pèlerin, je parcours les blogs et les Google User Group pour parler, et il y a la révolution des Web Components, ça va changer radicalement la façon dont vous faites du développement web. Vous allez récupérer enfin des choses que les développeurs Java ont depuis 20 ans. Par exemple, une architecture en composant pour faire un IHM, le fait de pouvoir réutiliser, l'encapsulation. J'ai des collègues à côté de moi qui travaillent chez Thales, qui font des trucs encore en Swing et JavaFX, et ils rigolent à chaque fois que je parle de Web Components, parce qu'ils le font depuis toujours. Sauf que pour nous, en tant que développeurs web, ça change vraiment la donne. La promesse était claire, on va pouvoir construire à base de petits composants, de plus grands composants et de plus grands composants et faire des applis complètes que c'est que l'enchaînement de composants. C'est vraiment génial. Donc j'ai fait ma presse et à la fin, il y a toujours un petit malin qui lève la main. Ouais, en fait, ton truc est super, mais moi j'utilise Ember.js. Est-ce que ça va marcher? Ah non, attends, moi je suis encore sur JWT parce que tu sais, ma boîte c'est une banque, donc on est sérieux et on ne change pas de techno. Est-ce que je peux mettre un Web Component? Oh, l'autre question classique,
Ouais, mais tu nous parlais de polymères, j'ai entendu parler de bosonique. Est-ce qu'on peut les faire parler tous ensemble? En gros, est-ce qu'on peut assembler ces pièces de Lego et de faux Lego et quand même arriver à construire un jouet sympa? Donc, avant l'été, j'avais prévu faire une présentation. D'ailleurs, le coupable, c'est bien Cyril, qui m'a dit à Devox, « Ouais, ton talk est super, mais il faut aller plus loin. Est-ce que tu pourrais nous comparer les différents web components ?» Donc, j'avais tout prévu. J'étais tranquille. J'avais une présentation à faire. Et juste une semaine avant, Google a décidé de faire ma vie plus intéressante. Il sort la version 1.0. Autant dire que pendant quelques jours, je n'ai pas trop dormi. Mais ce que j'ai réussi à faire, c'est faire un lab où les gens arrivaient à utiliser les web components et pas que mode lab. Après, ils les testaient sur des petits projets et les gens étaient contents. Donc, je me suis dit, bon, bah, la maturité est là. Maintenant, il faut faire vraiment cette comparaison dont on parlait. Et donc, pour cette comparaison, bah, à l'origine, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire mes slides, tout ça. Ouais, je calcule ça. Ouais, une heure et demie. Et il y a Cyril à nouveau qui arrive avec un autre cadeau. Au fait, Horacio, tu auras 30 minutes. Bon, bah, dans ce cas-là, il a fallu un peu repenser tout ça. Et j'ai décidé de chercher une nouvelle approche. Plutôt que vous parler, vous montrer des slides, je vais vous montrer des codes. Je vais vous montrer comment ces composants-là parlent. Et je vais vous montrer comment on va partir d'une appli Angular et on va arriver à une appli Angular toujours, avec des web components en polymère, en Xtag, et des web components faits maison en React.js, et tout qui communique et tourne très bien dans mon appli Angular. Un mot sur les polyfills, mais Raphaël a presque rendu redondant ce que je vais dire. Aujourd'hui, il y a énormément de bibliothèques de web components qui sont construites enfin autour des mêmes polyfills, les polyfills webcomponent.js. Ces polyfills-là est le plus complet et le plus léger qu'on a actuellement et il se calque très bien au spec web component. Ça veut dire qu'en l'utilisant, on peut construire des web components presque à poil, la même chose qu'on ferait si on suivait les specs. On peut utiliser Polymer, on peut utiliser Bosonic, on peut utiliser Xtag et on peut utiliser toute une série de composants tiers qui ont commencé à apparaître sur le web. En plus, elle est très légère. La dernière version que j'ai récupérée via Bower aujourd'hui, sans compresser, il fait 26 kilos, hein? Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc, vous pouvez construire avec elle vos propres web components si vous êtes bizarre comme moi, ou vous pouvez utiliser les bibliothèques déjà faites, et là, vous passez à la catégorie suivante. Dans les librairies que je vous recommande de regarder, donc il y a Polymer, bien entendu, parce qu'il fait énormément de choses. Il a un catalogue de composants qu'aujourd'hui, il n'y a pas pareil. Par contre, Xtag, pour faire des petits trucs et les faire rapidement, il est super sympa. Et si vous êtes dans une approche où vous aimez JavaScript et la manipulation d'hommes ne vous fait pas peur, vous allez peut-être trouver votre compte. Et Bosonic, ce que j'aimais, c'était que c'était une approche qui te permettait de créer rapidement des composants très petits et très efficaces. Mais au fond, pourquoi choisir? Autant, comme on va faire, prendre le meilleur de chaque monde. Donc, mon challenge d'aujourd'hui, on va faire un Frankenstein. On va faire un Frankenstein sur un corps Angular dans lequel on va les mettre de React, de Xtag et de Polymer, bien entendu. Angular 1.4 est le plus banal qu'on peut trouver. Je ne vais pas commencer à jouer avec les alpha de Angular 2 parce que là, serait triché. Angular 2.0 est beaucoup plus orienté web component que Angular 1. Donc, si on veut que ça soit un challenge, on va rester sur Angular 1. J'ai basé tout ça sur un petit projet que j'ai mis sur GitHub. C'est ma propre version de tutoriel Angular. Je l'ai fait devant des élèves ingénieurs. Si je prends le tutoriel Angular qui parle des téléphones mobiles, ça n'attire pas l'attention. Donc, mon tutoriel à moi parle de quelque chose que tout élève ingénieur est capable d'apprécier, des bières. C'est un catalogue de bières. Donc, en partant sur Angular Beers, on va les modifier et l'adapter. Première version, Angular Polymer Beers. Pourquoi? Parce que, blague à part, tout le monde sait que les directives, c'est des web components qui ne s'assument pas, quoi.
Ouais, voilà, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'un web component. C'est plus difficile à comprendre. Et derrière, bah, ça va te faire des tags HTML personnalisés. Ou t'as mettre ton polymère là-dedans. Tout ce que je vais vous expliquer, il est dans mon dépôt GitHub. Donc, Lost in Brittany, vous me demanderez après pourquoi ce surnom Beyond Polymer. J'ai simplement déployé le dépôt sur un petit serveur en Python. Donc, Angular Polymer Bears. En gros, il y a une application en Angular qui gère les vues, qui gère la transition entre les pages. À l'intérieur, il y a une barre latérale en polymère qui va nous permettre de faire le filtrage, la recherche. Je suis un grand fan de la Rochefort comme bière. Voilà, et Rochefort. L'ordre alphabétique et tout ça, des trucs que, voilà. Ça, c'est un composant indépendant. Il y a un autre composant pour la liste, on va voir maintenant le code, et un composant pour chacun des bières. Et bien entendu, quand on clique sur une bière, pourquoi c'est sélectionné? Quand on clique sur une bière, Angular nous envoie sur une autre vue dans laquelle il y a encore un troisième composant avec les détails de la bière. Normalement, il y a d'autres photos et tout ça, mais je voulais que ça reste facile à comprendre, donc il n'est pas mis. Donc tout ça, c'est des composants. Donc on va voir comment se fait. Je vais essayer de mettre grand. Donc, on a une appli Angular, tout ce qu'il y a de plus banal, avec ses contrôleurs, ses vues. Là, voilà. Et dans les partiels, il y a des vues. Il y a la liste de bières. Et la liste de bières, il va simplement appeler une directive, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas une directive, c'est un composant beer list. Et les détails d'une bière, les détails d'une bière, il va nous appeler un composant beer détail en les passant depuis Angular avec les syntaxe moustache d'Angular, la valeur de la bière actuelle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a des éléments. On a un élément beer list, que lui c'est un élément polymère 1.1, donc avec son module DOM pour décrire la template, avec les styles. Et derrière, un instant, parce que mon ordi a un problème avec pour faire défiler. Voilà, il faut que j'ouvre une nouvelle console. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire de driver mal branlé. Bon. Et là, on a une barre latérale où on a, et cette fois avec la syntaxe polymère, toute la partie qui fait la gestion des filtres ou de la recherche et l'ordre dans lequel on va afficher les résultats. Et ensuite, là, une template repeat, donc en gros, notre boucle dans laquelle on va mettre pour toute notre liste de bières qu'on récupère des serveurs, un composant beer list item, dans lequel on va les fournir, cette fois en syntaxe polymère, les détails de ce que ce composant doit afficher. Ce composant, il est lui extrêmement simple, comme vous pouvez voir. La template avec le style et un div, et il va récupérer les paramètres qui ont les fournis. Le beer détail, c'est celui qui est appelé directement par Angular quand on voit les détails d'une bière, il est presque identique. En gros, il va récupérer les détails de la bière qu'il doit afficher via son attribut HTML. Donc, Angular va les changer et l'injecter. Le composant, lui, va être à l'écoute de quand on l'injecte un changement sur l'attribut et il va faire son taf pour aller chercher l'information de la bière en question. On n'a pas besoin d'aucun call, d'aucune bibliothèque comme il fallait dans les vieilles versions de Polymère. On n'a pas besoin d'un ng Polymère pour faire parler les deux. Angular, il va modifier la valeur de l'attribut. Le composant, il écoute l'attribut, il voit qu'il a été changé. Tu dis ce que tu fais quand il change. C'est pour ça que j'ai ici les observers et j'ai une propriété qui va aller chercher la bière en question.
et la ramener. Donc là, quand j'avais réussi à faire ça, bah, les mêmes applis, essayer de la faire avec Polymer 05, c'était beaucoup plus dur. Il fallait des bibliothèques de compatibilité, c'était vraiment plus de la bricole. Là, je me mets tranquillement sur mon ordi, boum, ça marche tout seul. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va pas s'arrêter là. Surtout que Cyril avait bien fait, qu'il voulait de différentes bibliothèques. Donc, j'ai dit, c'est quoi la bibliothèque? L'autre grande bibliothèque de Web Component, bah, Xtag. En gros, ils ont tous les deux la même idée, faire des composants réutilisables avec des philosophies complètement différentes. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va ajouter Xtag au mélange. Hop. Et pour ça, excusez-moi, c'est plutôt ici. J'ai Angular Polymer Xtag Beers. Et là, j'ai la même application en détail près. Le détail près, c'est que maintenant, ce composant-là, il est fait en Xtag. Donc, l'appli en Angular, la barre latérale Polymer, les composants qui présentent les items en Xtag, qui appellent derrière à mon bon vieux composant Polymer de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans le code? En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je me permets de fermer celui-là. Comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a le beer list qui est strictement identique. Il y a le beer détail qui est le même. Sauf que pour les beer list items, là, c'est des Xtag. La syntaxe, soit on l'aime, soit on la déteste. Ça laisse personne indifférente. Tout à l'heure, Raphaël nous disait, Xtag, un des problèmes que j'ai, c'est devoir écrire le marquage et le faire en JavaScript, manipuler les DOM. Je pense que beaucoup de monde avait soumis les mêmes problèmes à Mozilla et ils ont eu une idée brillante. Mais brillante, vous allez voir. Ils se sont dit, dans ce cas-là, le contenu, tu peux aussi le passer comme un commentaire JavaScript dans une fonction content. Donc, c'est la première fois que j'ai fait des marquages dans un commentaire JavaScript qu'on met dans une fonction. Donc là, vous mettez votre marquage, votre beau joli marquage avec vos diffs, votre feuille de style, ce que vous voulez. Derrière, vous avez des accessoires. C'est l'équivalent des propriétés de Polymer. En gros, c'est ce que les composants exposent à l'extérieur. C'est l'interface des composants, les contrats avec l'extérieur. Donc, il va exposer un ID, un name, une description, un degré d'alcool et une image, ou l'URL d'une image. Une fois qu'on lui donne les accessoires, sur Xtag, on expose le cycle de vie. En gros, qu'est-ce qu'on fait quand le composant est créé? Bon, voilà, je ne m'embête pas. Quand le composant est créé, tu me le dessines, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait quand un attribut de composant a changé? Bon, bah, comme j'ai derrière le code pour modifier tout le nécessaire quand un attribut change, une fois qu'il a changé, tu me le dessines à nouveau pour que tous les changements qu'il y a s'affichent automatiquement. Et derrière, bon, bah, ces méthodes me les dessiner, en gros, c'est mettre à jour tous les champs. Donc, je prends, et c'est là où la manipulation dont Raphaël nous parlait prend tout son sens. Si vous aimez jQuery, vous allez adorer Xtag. Parce qu'en gros, pour mettre à jour les noms de la bière, bah, tu vas prendre ton sélecteur CSS pour récupérer les nœuds de l'arbre d'homme où il y a les noms de la bière et tu vas faire un inner HTML pour les changer brutalement. Donc, vous voyez, c'est des manipulations un peu vieille école ou un peu jQuery. On voit que c'est des philosophies assez différentes et, toute blague à part, chacun peut se retrouver plus dans une que dans l'autre. Moi, c'est plutôt Polymer, de ma sensibilité, du fait que j'adore Angular aussi. Je connais des gens qui ont fait des jQuery pendant 10 ans. Tu les donnes Polymer, ils sont un mal fou avec la syntaxe déclarative et avec tout ça, tu les mets à côté Xtag. Wow, c'est comme encore un autre plugin pour jQuery, quoi. Mais la beauté de tout ça, c'est que moi, je peux faire mes composants en Polymer
si mon client a une appli qui fait dans notre techno, ça marche. Si on me force à utiliser un composant Xtag, bah, je l'incorpore. Les web components, la promesse qu'on nous vendait, bah, ça commence à prendre forme. On va pouvoir réutiliser vraiment des composants. Et même si la techno n'est pas strictement la même, ça va marcher. Donc ça nous permet de revenir à ce modèle dont on disait de créer une vraie architecture de composants et surtout des vrais dépôts de composants. Oui, dans le monde idéal, ça serait mieux que tous les composants de ton appli soient sur la même techno. Mais le monde est rarement idéal, donc les composants peuvent se mélanger. Donc j'étais tout content avec mon truc. J'arrive au Basecamp de l'année dernière, je vais faire ma présentation, donc au mois de juin, une semaine après que Polymer 1.0 avait été fait, j'avais fait ce que je vous ai présenté. Et là, il y a Mathieu qui arrive. Et lui, c'est un fan de React.js. Et il commence à me taquiner sur les web components. Ouais, web components, on peut faire la même chose avec React.js d'un coup de main, en plus sans problème. Et bon, bah, je le prends au vol après sa conf. Je dis, OK, challenge, ma conf est demain matin. On va ajouter la même, mais avec des composants faits en React.js. Sauf qu'en React.js, bah, il n'y a pas une bibliothèque directement pour faire des web components sur les polyfills. Bon, bah, on va la coder. Autant dire que j'avais déjà un déficit de sommeil. Cette nuit-là, ça n'a pas beaucoup amélioré les choses. En plus, je connais à peine React. Heureusement que Mathieu était là pour pousser. Et on a réussi à faire bah, ce que je vais vous montrer maintenant. Ce que je vais d'abord vous le montrer. D'abord, Angular React Beers. Attends, parce que c'est pas celui-là. Celui-là, il est vide. Non, pas Angular Xtag React Beers. Voilà. Là, on a notre appli Angular. Notre barre latérale fait avec Polymer. Nos items fait avec Xtag. Et quand on clique là, des composants faits maison intégralement en partant de zéro avec React.js. Le React.js construit, compilé après pour produire un JS que je mets dans mon appli, j'appelle et j'ai ce joli composant là. Des codes. On va vous montrer des codes. Ah non, parce que sinon vous n'allez pas me croire, donc autant vous montrer. Donc maintenant, on a que des composants. La liste de bières fait en Polymer. Les items faits dans la jolie syntaxe commentaire de Xtag. Et on a ici un nouveau répertoire React. Je préviens, c'est fait dans une soirée par quelqu'un qui n'a fait que quelques tutoriels React. Si vous aimez React.js, ça va faire mal à vos petits yeux. Vous ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Donc, en gros, d'abord, quelques petites fonctions pour me permettre d'enregistrer des web components et les mettre donc à disposition de l'appli. En gros, l'équivalent à quand on enregistre un élément avec la bibliothèque webcomponent.js et un beer détail, que c'est notre composant beer détail, mais fait à la sauce React. J'ai passé dans ma moulinette Webpack et j'obtiens en fait un énorme truc. C'est là où je me dis, mélanger des web components, c'est chouette. Par contre, dans la vraie vie, j'aurais tendance à hésiter à mettre pour les détails de la bière qui me fait normalement une vingtaine de lignes, ce petit truc qui est là, qui me fait quelques... Bon, on va essayer de voir si... Quelques milliers de lignes. J'arrête là si ça vous va, d'accord? Vous avez compris, regardez. Mais le truc, c'est que celui-là, je reviens à mon index HTML, celui-là, je le récupère. À la place de faire un import HTML, bah, je le prends directement parce que j'avais la flemme d'ajouter la couche HTML au-dessus. C'était déjà assez comme ça. Mais quand je vais l'appeler dans mon code, par contre, c'est là qui nous intéresse, quand je vais l'appeler dans mon code, mon partial Angular,
lui, il n'a pas changé depuis la première version. Il continue à appeler son web component beer détail en le passant les ID. Mais mes partiels pour la liste, ils n'ont pas changé non plus. Et le code de la liste, c'est le polymère de la première version. Donc, on a vraiment panaché comme on a voulu nos composants. On les fait parler, on les fait discuter, on peut les maintenir. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps, mais vu que Cyril ne me plaise pas, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc, effectivement, la promesse de Web Component, ça se tient. La promesse de structurer l'architecture front, que c'est le côté qui m'intéressait le plus, ça se tient. Tu peux faire des applis grosses à base de petits composants. Et tu as d'un côté les fous qui aiment bien faire des composants, comme Raphaël disait, et les gens qui préfèrent simplement intégrer les balises HTML et faire une jolie appli en prenant les meilleurs composants de chaque côté et en faisant l'intégration. On peut utiliser des codes. On peut faire ce qu'on disait tout à l'heure, le theming. On va voir un exemple, mais l'idée c'est simplement, voilà, on prend les composants, chacun va voir son style et après, tu peux décider que certaines propriétés, voire toutes, vont être exposées à l'extérieur et vont pouvoir être modifiées pour adapter ton app. Toute bibliothèque de composants, quand il utilise sur une appli, au thème de cette appli-là. Donc, on revient à des choses qu'on savait faire avec Java il y a des années. On revient à des choses qu'à quelqu'un qui a fait de Visual C les semble trivial. Mais pour nous, dans le monde de développement web, je pense qu'on peut enfin se dire que le fait de faire des applications web et pas que des sites web, ça prend vraiment son sens. Il y avait des frameworks Angular, Ember, React qui permettaient d'aller dans ce sens-là avec les web components. Je pense qu'on arrive à la maturité dans ce sens, pour pouvoir faire des applications, des vraies applications web. Le standard n'est pas encore sorti, mais il y a de plus en plus de navigateurs qui l'implémentent, dont les polyfills deviennent de plus en plus petits à fur et à mesure que les mois approchent. Et si vous l'utilisez sur Chrome, le polyfill est là simplement pour dire je n'ai rien à faire, je me mets de côté. Si vous l'utilisez sur Firefox, il y a les imports parce que Mozilla a un problème de principe avec les imports HTML. Si vous utilisez Internet Explorer, si vous utilisez Internet Explorer, d'abord, je vous donne mes condoléances. Et ensuite, le polyfill a des boulots. Mais l'avantage, c'est qu'il est vraiment rapide. Donc, autant avec Polymer 04 et l'utiliser sur Internet Explorer, il fallait aimer. Autant avec Polymer 1, si, il va y avoir un petit décalage, mais de toute façon, s'il est sur Internet Explorer, il va avoir un décalage en visitant n'importe quel site web moderne, donc il ne va pas se rendre compte. Pour lui, c'est la vitesse normale de web. Pour finir, quelqu'un disait, qui utilise Polymer ou les web components en prod? Moi. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce qu'on a fait, parce que la plupart, c'est des applis internes, et je vais vous montrer le widget qui a donné origine à tout ça. On produisait, on tripotait plein de données, on fait, là c'est une métrique tout bête, donc il n'y a presque pas d'analyse, c'est pour un cluster, le nombre de fichiers ouverts sur Linux, actualisé en temps réel. Voilà, c'est un petit widget. Et il fallait, les clients voulaient ça, mais ils le voulaient pour son vieille appli presque statique, sauf que les clients à côté faisaient de Angular. Et il y avait une autre, client bancaire, qui avait ses portlets en Java et son truc. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas une autre façon de faire ça. J'étais un fan d'Angular. J'aurais voulu faire tout en Angular, mais ça n'avait pas de sens. Surtout que l'appli Angular, il pouvait mettre une autre appli à l'intérieur, donc il aurait fallu faire un truc différent pour chaque client. J'ai fait mon composant Polymer, je l'ai filé, il l'a mis dans chaque client l'a mis dans une de ses applis. Les composants derrière, à quoi ça ressemble? Les composants derrière, l'utilisation ne pourrait pas être plus simple. Composant de visualisation, la taille, et derrière, un script pour indiquer la métrique qu'on va aller chercher. Donc là, c'est une macro qui tape sur notre plateforme de données. Donc il sait qu'est-ce qu'il doit chercher et il va nous fournir derrière ce qu'on veut. Et donc, simplement, en changeant son contenu, on va pouvoir faire une analyse différente. Le widget de visualisation, il est unique. Donc, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures de travail, voire de semaines, que Polymer m'a épargné avec des petits trucs comme ça.
Donc on a tout un catalogue de composants de ce style-là. Donc oui, ça s'utilise en production et ça peut être extrêmement pratique. Et sur ça, je pense qu'il me reste à dire qu'une seule chose, c'est merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci. Bravo pour la presse. Merci. Je voulais savoir, est-ce que tu as rencontré des soucis avec la digest loop d'Angular quand tu as combiné du coup les composants? Quand j'avais joué avec Polymer 0.5, il y avait des soucis partout. Quand j'ai joué avec Polymer 1.0, je n'ai pas trouvé. Peut-être que je n'ai pas creusé au bon endroit. Peut-être qu'il y a encore des points où ça fait mal. Je ne dis pas que non. Mais par contre, les points où il y avait eu un mal fou en Polymer 0.5 ont complètement disparu. Donc, je suis allé un peu plus loin, j'ai fait des mélanges où c'est les web components qui changent les attributs, c'est Polymer qui écoute ces changements-là pour faire un two-way data binding. Il a compris. Donc, avant, il ne voulait pas à la bibliothèque de compatibilité, maintenant ça passe. Donc, tout ça, c'est utilisant pas les derniers Angular, j'ai préféré rester en 1.4. Et donc, j'ai eu des inagréables surprises en tout cas. D'autres questions? Oh mon Dieu, je les ai assommés. Oh la vache! Et voilà, il ne faut pas me laisser parler, après les gens ne se récupèrent pas. Moi, je voulais que tu reviennes sur les 200 000 lignes de code que tu as rajoutées à React. Non, je ne les ai pas rajoutées. C'est React qui m'a... J'ai fait un webpack de mon petit React et c'est lui qui a rajouté des 100 000 lignes, qui a créé des 100 000 lignes de code derrière. Nous, on a ajouté un relativement petit fichier, Web Component JS, pour enregistrer nos composants écrits en React. Et ensuite, on a ajouté les composants en question qui doivent faire une centaine de lignes. Alors moi, ma question, comme je ne connais pas bien React, c'est à quel moment est-ce que toi ou React, je ne sais pas qui, a introduit des web composants là-dedans? C'est-à-dire, c'est toi qui les as écrits à la main? C'est React qui s'est généré des web composants? C'est moi, ou c'est plutôt Mathieu, qui a écrit ces composants. Nous, on a écrit une classe React, que quand il est compilé, derrière, on va forcer qu'elle soit enregistrée comme un autre élément quelconque. Et c'est là, dans cette registre Web Component, qu'on va forcer l'enregistrement. En gros, on fait la même chose qu'on fait avec Bosomi quand on enregistre un composant ou quand on utilise simplement les polyfills à poil. Sauf qu'on le fait pour, à la place de mettre un composant écrit en HTML, JS, mettre un composant fait en React, donc le tout va devoir être compilé après, et c'est là où les millions de lignes apparaissent de nulle part. Et là, honnêtement, je ne me connais pas assez en React pour savoir ces millions, non, c'est quelques 20 000 lignes, pourquoi ils sont nécessaires. Sûrement, on aurait pu faire quelque chose mieux fait. Mais en tout cas, ça marche. Donc déjà, la surprise était encore plus grande. Et du coup, une petite question. Si on prenait une appli React classique, est-ce que dans les composants React, on pourrait mettre des web components dans le Virtual DOM et tout ça? Là, c'est plutôt Raphaël qui va te répondre. Moi, j'ai lu sur ça. Raphaël, lui, il a fait. Donc, en gros, je pense que Raphaël pourrait faire la même démo que j'ai fait, mais à la place de prendre comme base Angular, prendre comme base React. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait deux choses presque opposées. C'est-à-dire que lui, il a transformé un composant React en web component. Et moi, j'ai simplement intégré des web components dans une appli React. Donc, c'est... Voilà. Mais en tout cas, dans les deux cas, ça marche. Ça, c'est clair. Il y avait une autre question tout à l'heure. Ma question, en fait, c'est je voudrais bien connaître l'histoire de pourquoi il faut ouvrir une console pour scroller. C'est très bête. Sur les XP, sur Linux, le pad n'est pas parfaitement bien supporté. Donc, si tu le mets en sommeil
quand il le réouvre, il a perdu le driver qu'il a besoin pour faire le scrolling à 2 doigts sur ton pad. Quand j'ouvre une console, j'ai dans mon bas chercher les commandes manuelles parce que j'ai la flemme de les taper. Donc, quand je suis sur une présentation, le truc le plus simple à faire, c'est ouvrir une nouvelle console, mon bas chercher passe, les drivers sont rechargés et je peux à nouveau jouer avec mes doigts. Alors, si vous hésitez à poser des questions, il faut savoir que de toute façon, on n'a pas le droit de sortir avant 55 pour la bière et les pizzas. Donc autant poser des questions. Alors, tout le monde nous dit, là, c'est génial, on peut tout mélanger, etc. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a une vraie histoire d'horreur, là, on a mélangé des trucs, ça a explosé, ça n'a pas marché, il faut faire gaffe à ça. Enfin, de la vraie informatique, quoi. Histoire d'horreur, je peux vous raconter un projet qu'on a fait sur Polymère. C'était l'année dernière pour ma boîte travaille avec une boîte qui est allée au CES à Las Vegas. Donc on est allé avec eux et on a préparé une petite démonstration de data avec des web components. Donc je l'ai fait sans mélanger, je l'ai fait purement avec Polymère. À l'époque c'était 0.5. En ajoutant des petites touches de HTML standard. Et là, il y avait eu l'histoire d'horreur sur les navigateurs mobiles, les côtés responsifs, c'était assez caractériel. Donc, et avec le décalage horaire, je me souviens d'avoir passé les 3 ou 4 premiers jours de l'année à faire des bogages de polymère pour les rendre plus responsifs. Sauf qu'à nouveau, mon histoire d'horreur finit bien. J'ai refait la même appli une fois que Polymère 1.0 est sorti. Et là, j'aurais pu dormir. Donc, en gros, l'histoire d'horreur, c'est il aurait fallu les sortir 6 mois plus tôt, ça m'aurait simplifié la vie. D'autres questions? Ah, une question. Donc, si tu devais faire une app super pour montrer la puissance des Web Components, qu'est-ce que tu utiliserais comme stack en fait? Est-ce que tu mettrais Angular avec par-dessus les Web Components classiques? Est-ce que tu mettrais du Xtag? Qu'est-ce que tu mettrais dans ta recette? Aujourd'hui, si c'est une appli complexe, c'est-à-dire pour ne pas se voiler la face, s'il y a plein de vues et de routages entre les vues, on peut le faire ça avec des composants un peu fait maison pour le routage ou prendre certains composants de catalogue Polymère, mais avec Angular, et j'ai dit Angular parce que je suis habitué, mais avec Ember ou React, ça serait pareil, tu as les structures, les cadres pour construire l'appli globale. Donc, si la navigation est complexe, prenez un cadre solide, un Angular, quoi que ce soit, en attendant que les différents composants pour le faire, c'est pas une question de maturité, c'est une question de Angular, il te donne tout déjà fait pour ça. Derrière, les composants, j'utiliserai Polymère. Pourquoi Polymère? Parce que je trouve que très rapidement, tu arrives à faire des trucs qui sont d'un côté jolis et de l'autre côté assez compréhensibles pour un développeur qui aime bien les interfaces déclaratives et qui se connaît un petit peu, par exemple, sur Angular. Tout d'un coup, tout devient simple. Si tu vas prendre Xtag, là, tu es en train de t'adresser à un type de développeur différent. Donc, mon avis est très biaisé. J'aime pas jQuery, j'ai jamais aimé. Donc, Xtag, il y a un peu de mal. Mettre mon marquage HTML dans un commentaire, ça me semble toujours pas naturel. Et surtout, toute blague à part, Polymère a un catalogue de composants qui est simplement magnifique. Donc, le fait de pouvoir les prendre pour créer des composants intelligents au-dessus, ça peut faire des trucs super. Si tu veux un beau exemple de ce que Polymère peut faire, l'exemple idéal, c'est l'appli Topeka, c'est ça, il y a quoi de Polymère Topeka. Là, c'est un joli exemple d'appli fait intégralement en Polymère avec les composants Material Design. Allez, avatar. Oui, il n'y a pas d'avatar shop. C'est quoi cette discrimination capillaire? Donc, c'est une petite appli avec des composants. Chacun des composants a sa petite fonction. Le tout parfaitement responsif. Tu vois cette appli-là depuis ton téléphone. Les petits
les petits carrés vont s'adapter. Et là, c'est difficile de faire la même chose avec une autre bibliothèque sans passer des heures et des heures et des heures à réécrire ça. Donc, si tu veux faire un showcase, Polymer est génial. Si tu veux coder pour toi, c'est selon ta sensibilité Xtag, Polymer. Si tu aimes bien Xtag, tu aimeras les Mozilla Bricks, les composants un peu plus élaborés basés sur Xtag. Bosonic, maintenant, il commence à avoir un catalogue de composants sympas. Bah, tu fais ce qui s'adresse le plus à ta façon de faire. Avec un seul truc. Je pense que tu ne vas jamais échapper à créer tes composants à toi. Même si c'est des composants de haut niveau qui vont regrouper des composants plus petits. C'est pour ça que pour moi, la possibilité de continuer à créer ces composants sur Bosonic, par exemple, elle est très importante parce que même si la plupart des développeurs vont intégrer, à un moment donné, tu intègres tes sanctions et ton formulaire machin, à tous les coups, tu vas vouloir les réutiliser, dans l'encapsuler dans un composant. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse qui te convient, mais... Tu viens de parler d'une grosse appli. En fait, moi, je viens de l'environnement React, donc je ne connais pas trop Web Components. Quand l'appli devient grosse et qu'il y a beaucoup de composants, y a-t-il un moyen centralisé de gérer ça, par exemple, comme un équivalent de flux dans l'environnement? Centré dans quel sens? Tu as par exemple le Vulkanize qui te permet de prendre tous les composants que ton appli utilise, les mettre dans un seul fichier, les compresser et que ça soit une seule requête HTTP. Oui, mais lorsque l'utilisateur il utilise son appli et que dans le UI il y a beaucoup de web components, y a-t-il, enfin, ça devient assez bordélique de gérer la mise à jour des données sur les... Il n'y a pas un mécanisme aussi fort comme les DOM internes de React qui se remet à jour, qui unifie tout. Je pense, parce qu'il y a des choses, non seulement ça, il y a des choses aujourd'hui qui quelque part manquent, mais qui sont en train d'arriver. Un bus d'événements, il y a des gens qui le font avec un composant maison, parce que dans une vraie appli, tu as besoin d'un bus d'événements, c'est un composant en plus. Les appels HTTP, je ne sais pas si tu as vu, mais les appels HTTP que mon truc de bière fait pour récupérer, non, c'est pas celle-là, c'est Angular Polymer. C'est un composant qui s'appelle Iron Ajax, donc c'est des composants techniques qui vont faire ce type de choses, qui vont unifier, qui vont gérer, mais tout ça, c'est là où je dis, quand tu as une grosse appli, si tu veux la faire aujourd'hui, garde ton squelette React ou ton squelette Angular, et les composants, tu les mets là parce qu'il manque quelque part la glue industrialisée qui te permettra de faire l'appli complète, full appli en polymère et la maintenir. TOPK, c'est super bien fait, mais je pense qu'à terme, on aura une solution qui sera aussi capable de gérer ces applis-là que React, Ember ou Angular. Je pense qu'une implémentation de flux peut faire l'affaire. Je pense que ça pourrait le faire, en effet. Tu avais une question? En fait, non, c'était plutôt apporter un complément d'information sur les bibliothèques du UI. Pour Angular, il y a Angular Material, Oui. donc qui offre à peu près des composants paper. Offre des directives, oui. Il Des offre des directives, directives de Material Design, en effet. Tout à fait. Le problème de notre directive Angular, c'est que si tu l'utilises dans une appli Angular, c'est génial. Si tu veux la mettre dans une appli Ember, tout d'un coup, ça devient beaucoup moins... C'est pour ça que c'est là où juste je trouve qu'il y a le plus de web components. Je peux faire une super directive Angular qui a tout ce dont j'ai besoin, qui est très joli, qui a les comportements dont j'ai besoin, qui a toutes les dépendances derrière, qui fait tout parfait, mais il est valable que pour une personne qui utilise Angular. Là, c'est juste que le plus de web components pour moi, c'est OK, mais là, je m'en fous que tu utilises Angular ou Ember, ça va marcher. Merci. Bon, on va arrêter là, je pense. Merci Horacio. Merci beaucoup. Merci.